nouveau après une longue absence et j'en suis désolé. Nous allons donc revoir un peu, enfin clôturer cette partie des échangeurs à tube et calandre dédiée à la mise sur pied de la méthode de Kern pour pouvoir dimensionner un échangeur. Nous étions arrivés à l'étape 10, qui était le calcul des paires de charges, et il s'agissait d'établir deux tests. Le premier, on l'avait vu à l'occasion de l'étape numéro 9, où il s'agissait de calculer le coefficient global de transfert thermique. On le comparait à celui que nous avions estimé en étape 3, numéro 3. Si on respectait une différence relative inférieure ou égale à 30%, on pouvait aller entamer le calcul des paires de charges. Idem, si nous respections les consignes, à savoir si nous étions en dessous des paires de charges admissibles, eh bien le dimensionnement que vous proposez est retenu. Autrement, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, il fallait reprendre les calculs, en l'occurrence au niveau de l'étape numéro 5, remplacer U0 estimé à l'étape 3 par le U0 calculé au niveau de l'étape numéro 8. U0 calculé, et refaire les calculs à partir de l'étape numéro 5. Idem, de la même manière, si le calcul des paires de charges montre que nous dépassons les consignes, il faudrait repartir, faire le calcul en reprenant au niveau des étapes 6 et ou 7, ça dépend si c'est la paire de charges côté tube ou calandre qui est défaillante. Bien, donc on va se placer justement dans ce contexte, si ça ne marche pas, si nous étions devant un des deux cas, ou alors les deux en même temps, que faudrait-il faire? Alors on va essayer de reformuler cette question autrement. La question, on va la poser comme ceci. Comment fait-on pour améliorer les échanges thermiques, et les échanges thermiques je les mets entre guillemets, tout en minimisant les paires de charges? Alors, où faudrait-il opérer et comment opérer? Enfin, qui va-t-on privilégier? Est-ce qu'on va améliorer le transfert au détriment des paires de charges ou l'inverse? Et enfin, quelque chose de bizarre qu'il faudrait garder en tête, la question à laquelle il faudrait répondre, c'est la suivante. Comment peut-on parler d'améliorer les échanges thermiques alors que dès l'étape numéro 2, nous avons le service thermique qui est prédéfini, puisque les débits sont connus, les chaleurs spécifiques des deux fluides sont connues, et les cas de température sont également connus. En d'autres termes, le flux, les watts, sont connus. Alors, comment vient-on parler d'améliorer le transfert thermique alors que le flux est constant? C'est une donnée du problème, établie au niveau de l'étape numéro 2. C'est un peu à ces questions que je vais essayer de répondre pour pouvoir un peu clôturer cette playlist relative à l'échangeur tube et calandre. Et on commencera comme ceci. Donc on va aller, comme on l'a dit, reprendre un peu les différentes étapes. Alors rappelons que lors de l'étape numéro 1, l'étape 1, il s'agissait de déterminer les propriétés thermophysiques requises pour les deux fluides, chaud et froid, à la température calorique, ou alors à la température moyenne. Et ensuite, il s'agissait, à travers la seconde expression du flux, celle relative au dimensionnement, puisqu'elle comporte en son sein la surface, par conséquent la longueur et les rayons, il s'agissait ensuite de faire ceci. Alors là, c'est juste pour vous dire, ça c'est figé, puisqu'en étape 1, les propriétés sont connues, les températures, les 4 sont connues, par conséquent, le flux WCP delta T du fluide chaud et du fluide froid sont connus. Bien, alors, puisque ça, c'est connu, alors je disais, puisque les températures, les débits et les chaleurs spécifiques à pression constante sont connus, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, on va écrire, comme je l'ai dit, la seconde expression du flux de chaleur,
celle relative au dimensionnement, F, E, S, delta T, ML, la voici. Puis nous savons qu'elle est égale à la première, celle relative à la variation enthalpique, comme ceci. Par conséquent, puisque la delta TML est constante, alors que veut dire augmenter les échanges thermiques? On le voit bien, la delta TML étant constante, je n'ai plus que 3 paramètres sur lesquels je peux agir. Par conséquent, dire que nous allons améliorer le transfert thermique veut dire simplement, on ne va pas toucher à la valeur totale du flux parce que celle-ci, elle est constante, elle a déjà été figée lors de l'étape numéro 2, mais on va essayer de faire privilégier soit F, le coefficient de correction de la delta TML, et ou U et ou S. Donc nous avons ce trio sur lequel nous allons jouer. Mais vous allez voir, rapidement, je vais me débarrasser de F. Alors gardons en tête, tout de même, que le produit FUS delta TML, lui, il est constant. Il est constant, il ne changera pas. Bien. Une fois qu'on s'est fixé un peu les idées, puisque le service thermique est connu, nous allons essayer d'aller voir comment va-t-on améliorer les performances thermiques de cet échangeur. Et maintenant, nous avons compris, nous n'allons pas augmenter les watts, le flux, mais plutôt nous allons jouer sur ces 3 paramètres, mais plutôt sur ces 2 derniers, puisque rapidement, je vais vous dire pourquoi. On ne va pas tellement parler de F, le coefficient de correction de la delta TML. Donc, comme je l'ai dit, le service thermique étant connu, que faudrait-il faire? Eh bien, il va s'agir de soit jouer sur la puissance de pompage, c'est-à-dire euh, euh, la rendre la plus faible possible, minimiser les pertes de charge. En d'autres termes, on va diminuer le coefficient, le coefficient de transfert de chaleur sera moindre. Il sera moindre, ça veut dire ceci se traduira par une grande surface d'échange et ou F grand, ou alors, nous sommes dans le second cas, ce sera un échangeur plutôt compact, c'est-à-dire avec une surface d'échange moindre, mais dans ce cas, la puissance de pompage sera importante et donc U sera grand et ou F aussi. Alors, vous êtes en train de remarquer que je relie puissance de pompage à U. On va voir pourquoi. Alors, continuons. Rappel d'abord pourquoi je ne vais pas trop m'attarder sur F. En fait, on va le voir dans la prochaine diapositive. Donc, je vais commencer par F, lui régler son problème et dire que, en fait, je vais jouer sur le couple US. F, ça sera quand je touche à F, je touche à toute la configuration. Je m'explique. Alors, commençons d'abord par F. Nous l'avions établi lors de l'étape numéro 4. F, nous l'avons vu, c'était à partir des abacs proposés par les ouvrages. Il s'agissait de connaître les 2 paramètres R et E, que nous notons, le E est également noté par P et le cœur le note S. Donc R et E ou bien R et S. Connaissant R et S, bien R et E, dans mon cas, R et E, je pouvais remonter à la valeur de F à travers des abacs qui sont fournis dans la littérature. Donc je vais vous montrer là maintenant quelques abacs pour vous rafraîchir un peu la mémoire, parce qu'on a déjà vu tout ça, mais j'y avais pas tellement insisté. Regardez ce premier abac. Il a été fait pour le cas d'une calandre type E comportant une passe côté calandre. La voici. Donc il y a une passe côté calandre. Vous avez les paramètres R et E qui sont là, qui sont connus évidemment, puisque les 4 températures sont déterminées. Donc, et je vais me prendre un cas particulier, comme ça au hasard, j'ai pris un cas sympathique. Je prends un cas où R, il est égal à 3. R, il est égal à 3. Donc vous avez ici les R qui sont donnés ici, donc le 3 il est là. C'est cette courbe-là. Donc la voici. Donc ça c'est une passe côté calandre, et je prends R égale à 3. De la même manière, un cas comme ça que je prends au hasard, je prends le cas où E, il est égal à 2,5. 2,5. Alors on va le voir. Pardon, 0,25. Je voulais dire 0,25.
0,25. Mince, je me suis trompé. Ici, je vais le corriger maintenant parce que je me suis trompé. Voilà. Voilà. Ça, je vais devoir corriger tout à l'heure aussi, mais ça va être problématique parce que c'est des courbes qui sont les unes sur les autres, je ne pourrais pas corriger. Donc, juste garder en tête que R, il est égal à 3 et E, c'est 0,25. Alors, je reprends. Alors, voici le cas que j'ai pris avec vous. Donc, quand je fais l'intersection de E et de R, en projetant sur l'axe des ordonnées, je trouve la valeur de F qui est autour de 80, 0,80, quelque chose comme 81. Donc, je vais maintenant continuer et vous proposer d'autres abacs. Remarquez maintenant ce que je vais faire. En fait, je vais augmenter le nombre de passes. Et pour augmenter le nombre de passes, vous passez d'une seule passe à 2 passes. Ben, il y a 2 solutions. Soit on prendra 2 calandres type E qu'on mettra en série, ou alors on prendra une calandre type F. Et c'est le cas. Donc j'ai pris une calandre type F que voici. Et dans ce cas, donc j'ai 2 passes côté calandre, les voici. Et je continue maintenant à augmenter le nombre de passes. Là maintenant, je vais mettre, pour augmenter le nombre de passes, je vais mettre des calandres type E en série. Donc je vais passer maintenant à 3, comme ceci, à 4. Donc je vais mettre 4. Il va y avoir 4 passes côté calandre. Chaque passe est au sein d'un échangeur. 5 passes. Donc il y a une discontinuité, évidemment. Ici, il ne veut pas compter, il y a une discontinuité. Elle a été déjà ici. Là, non. Vous avez les 3. Ensuite, à partir de 3, quand vous voyez ces zigzags, c'est pour vous dire qu'il y a des échangeurs qui sont inclus. Ici, en toute logique, vous devriez trouver 4 calandres type E placés en série. Donc j'étais arrivé à 5. Et enfin, là, le 6e, enfin, 6 calandres type E en série. Et regardez maintenant si nous reprenons, avec l'erreur qui va se reproduire évidemment, le cas que je vous avais sélectionné en début de diapo, c'est-à-dire pour le cas R égale à 3 et E égale à, écoutez bien, 0,25, je me suis trompé, désolé, c'est pas 2,5, c'est 0,25. Voilà. Ben, je remarque que F, il n'est plus égal à 0,80, il est presque égal à 1. Par conséquent, je l'ai compris, augmenter F revient à augmenter le nombre de calandres type E placés en série. Voilà. Donc je l'ai compris. C'est pour ça que je ne vais pas tellement parler du paramètre F, parce que parler du paramètre F, l'augmenter, ceci veut dire que je vais changer totalement de configuration. Je vais changer de configuration. Bien, maintenant, je vais agir sur U et S. Je vais commencer par U, je pense. Voilà. Alors, pour augmenter U, d'abord, il faut voir qu'est-ce que c'est que ce U. Il dépend de quoi? On le voit ici à travers cette équation que nous avons établie. C'est la somme des résistances placées en série. Vous avez les résistances de convection dans les fils, ici et ici. Et ici, vous avez la conduction à travers le matériau avec lequel est fait le tube. Et ici, vous avez comment est-ce qu'on les appelle, les facteurs d'encrassement. Les facteurs d'encrassement du côté tube à l'intérieur et côté extérieur des tubes. Donc, observons attentivement cette relation. Nous allons la mettre en évidence comme ceci. Elle comporte en son sein, donc, comme je l'ai dit, les facteurs d'encrassement et la conductivité thermique du matériau avec lequel sont faits les tubes. Les surfaces latérales, évidemment, je ne vais pas répéter, c'est de pi RL. Ici, en toute logique, ça devrait être à peu près, puisque je néglige les épaisseurs de dépôt. C'est à peu près, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé. Bon, je ne vais pas le corriger maintenant. Si ça pose pas de problème, je vais le faire maintenant parce que je vais oublier. Non, je ne vais pas pouvoir le faire parce que c'est fait avec les aires d'équation. Bien, bref. Donc, c'est de pi RL. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous voyons, que, comme c'est clair, que U est proportionnel à H1 et H2. Ceci, évidemment, pour un cas donné, une longueur et des rayons donnés, et un degré d'encrassement à l'intérieur et à l'extérieur de tube donné. Donc, E0 dépend des coefficients dans les films, ce qu'on appelle les coefficients de convection. Les coefficients de convection. Par conséquent, je l'ai compris, pour augmenter U0, j'ai le choix
soit j'augmente H1 et ou H2. Donc voilà, côté tube et côté calandre. Alors, on va aller justement s'occuper du côté tube. Je voudrais augmenter H1. Comment se fait l'augmentation de H1? Quel est le paramètre sur lequel je peux agir pour augmenter le coefficient H1? En fait, c'est la réponse à la question toute simple, puisque nous avons vu lors de la présentation de la partie où je vous présentais les relations empiriques, nous avons tous vu que le Nusselt, c'est-à-dire H, était proportionnel, dépendait de Reynolds à la puissance alpha et de Prandtl à la puissance bêta. Donc regardez bien, on le voit bien, H1 dépend du nombre de Reynolds, c'est-à-dire du régime d'écoulement, mais aussi du nombre de Prandtl. Mais comme le nombre de Prandtl dépend du fluide choisi et de la température, donc on le met de côté. En fait, nous l'avons compris, Reynolds dépendra, pardon, H1 dépendra, H1, je vais vous mettre voilà l'expression H1 dans le Nusselt 1, dépendra de Reynolds. Nous avons tous vu qu'en fait, il s'agissait toujours de Reynolds à la puissance 0,8. Et donc, en fait, augmenter Reynolds revient à augmenter la vitesse débitante, c'est-à-dire la vitesse massique. La vitesse massique. Donc, l'augmentation du nombre de Reynolds, en d'autres termes, l'augmentation de la vitesse débitante, et, ou bien, si on veut avec notre langage, l'augmentation de la vitesse massique, procure une amélioration des échanges thermiques, une augmentation de H. Une augmentation de H1 à l'intérieur des tubes. Maintenant, on pourrait également poser la question, et où est-ce qu'ils sont les débits? Là, j'ai juste la vitesse massique. J'aurais voulu savoir qu'en est-il pour le débit massique ou bien le débit volumique. On va le voir dans la prochaine diapositive pour ne pas avoir à chercher trop. Donc, je le sais, la vitesse débitante, je la retrouve aussi bien dans le débit massique que le débit volumique. En effet, vous avez ici le débit volumique, c'est la vitesse débitante fois la section offerte à l'écoulement, section droite offerte à l'écoulement, et le débit massique, c'est ρ fois la vitesse, le débit volumique, ou bien la vitesse débitante fois la section droite offerte par passe. La section droite offerte par passe. Comme, je ne vais pas revenir sur ça, mais la section droite offerte par passe, c'est la section droite d'un tube multiplié par le nombre total de tubes, le nombre total de tubes qui constitue le faisceau, divisé par le nombre de passes côté tube, divisé par le nombre de passes côté tube. On avait vu ça à l'occasion des séances précédentes. Par conséquent, le Reynolds, il peut s'écrire en fonction du débit volumique, mais aussi en fonction du débit massif, comme ceci et comme cela. Comme maintenant, il faut faire attention, les débits Q1 et, c'est-à-dire en d'autres termes W1, ils sont constants. En effet, regardez, je vais vous représenter un échangeur. Celui-ci est à 2 passes côté tube. Vous voyez bien que le débit qui entre, massique, est exactement égal au débit qui en ressort, massique. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour augmenter le nombre de Reynolds, je ne peux jouer que sur la partie qui est entre parenthèses, le nombre de passes côté tube et ou le nombre total de tubes. Par conséquent, pour un nombre de tubes, un T donné, si le nombre de tubes il est donné, ben je peux agir que sur le nombre de passes côté tube. Et je dirais, augmenter le nombre de passes côté tube me procure une augmentation de H1. Une augmentation de H1. C'est ce qui va normalement arriver ici. Donc, pour pouvoir augmenter les échanges thermiques, c'est-à-dire à travers l'augmentation du nombre de Reynolds, il suffit d'augmenter le nombre de passes côté tube en maintenant, bien sûr, à un T donné, pour un nombre de tubes total donné. Pour un nombre de tubes total donné. Voilà, donc on va conclure comme ceci. Pour pouvoir procurer de bons échanges thermiques à l'intérieur des tubes, on a intérêt à augmenter le nombre de passes côté tube. On a intérêt à augmenter le nombre de passes côté tube. Bien. Mais voilà, vous vous rappelez certainement, en augmentant le nombre de passes côté tube,
Je vais augmenter la vitesse débitante, c'est très bien, mais je vais tomber sur un autre problème technologique, une précaution à prendre qu'il ne faut pas oublier, que je vous présente dans la diapo suivante, la voici. Donc nous l'avons compris, il faut augmenter Reynolds. Reynolds, lorsqu'il augmente, j'augmente la vitesse débitante, et par conséquent, je me rappelle qu'en augmentant la vitesse débitante, il faut faire attention, il faut se situer quand on dira pour un liquide quelconque, il faut être entre 1 et 2,5 mètres par seconde pour ne pas entraîner d'encrassement excessif des conduites, ou alors, lorsqu'on dépasse 2,5, une érosion des tubes. Mais pour l'eau de refroidissement, la vitesse, elle n'est pas de 1, mais plutôt de 1,5 mètres par seconde. 1,5 mètres par seconde jusqu'à 2,5 pour pouvoir éviter, parce que lorsqu'un fluide circule très lentement dans les conduites, il risque d'y avoir un entraînement, étant donné qu'il il risque d'y avoir un encrassement, étant donné qu'il ne va pas y avoir l'entraînement des dépôts qui risquent de se former dans les tubes. Alors voilà, donc nous l'avons compris, nous devons augmenter le nombre de passes pour pouvoir favoriser les échanges à l'intérieur du tube, en gardant en tête qu'il faudrait respecter quelques consignes relatives à la vitesse débitante. On essaiera de voir peut-être ça à travers un exemple que je vous présenterai peut-être en temps voulu, qui est très répandu, il est présent sur toutes les séries TD, peut-être qu'on va le traiter. Maintenant, je vais aller m'intéresser non pas à H1, puisque nous avons réglé le problème de H1, nous allons voir H2. Nous allons voir H2. Comment fait-on pour augmenter H2? Je rappelle encore une fois, nous sommes en train d'essayer d'augmenter U. Nous augmentons U. Quand j'augmente U, évidemment, n'oublions pas que le produit UFS doit rester constant. Donc je vais augmenter l'un au détriment des deux autres. Alors, augmenter H2, ça va passer par l'augmentation de Reynolds 2. Et Reynolds 2, il est relatif, lui, à la vitesse massique. Il est fonction de la vitesse massique et du diamètre équivalent. Diamètre équivalent qui est égal à 4 fois la surface offerte à l'écoulement divisé par le périmètre de transfert, comme ceci. Eh bien, je peux remonter à partir de la vitesse massique au débit massique, W2, en rapportant, je sais que la vitesse massique est égale au débit massique divisé par la surface offerte à l'écoulement côté calandre, et que nous avons déterminé par le biais de la méthode de Kern, justement, et qui est donné comme ceci, AC est égal à ceci. Rappelez-vous, ce résultat il est valable lorsque l'épaisseur de la chicane est négligeable. Autrement, je mettrai ici B moins E, E étant l'épaisseur de la chicane transversale. Mais comme Kern a supposé qu'elle était négligeable devant le pas de chicane, le grand B, le pas de chicane, eh bien nous sommes restés ici. Ça, il y en a à peu près. Sinon, AC est égal à ça fois B moins E, E étant l'épaisseur d'une chicane, qui dans le cas général est très petite devant le pas de chicane. Le pas de chicane, c'est la distance qui sépare deux chicanes consécutives. Deux chicanes consécutives. Rappelons également l'expression du diamètre hydraulique pour les deux dispositions, en ligne et en quinconce. Je vous les rappelle ici. Donc vous avez les deux alignements en ligne et en quinconce en fonction du pas P. Et donc, réécrivons maintenant Reynolds 2, c'est-à-dire Reynolds côté calandre, en fonction de l'expression de la surface d'échange offerte côté calandre. J'obtiens ceci. Bien. Alors, que va-t-on dire? Pour augmenter Reynolds, je peux agir sur B, l'espacement entre deux chicanes consécutives, le pas de chicane. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Pour pouvoir augmenter, puisque c'est inversement proportionnel, je vais diminuer le pas de chicane, je vais diminuer B. L'espace entre deux chicanes consécutives, E étant l'épaisseur d'une chicane qui est en général très petite par rapport à B. Très petite par rapport à B. Ok, donc voilà comment ce qu'on va faire. Je vais reparler tout à l'heure dans un instant de E. Comment ce que je pourrais faire pour augmenter rien. Je peux aussi augmenter DE. Ça va arriver dans un instant. Donc voilà. Pour augmenter le coefficient global d'échange,
nous pouvons faire quoi? Ben, il nous suffit d'augmenter le nombre de passes côté calandre pour augmenter euh, H1 et diminuer le pas. Augmenter le nombre de passes côté calandre, côté tube, pardon, ou alors, pour augmenter H2, diminuer le pas de chicane, c'est-à-dire B. Mais quand je dis diminuer le pas de chicane, il faut être très averti. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a des précautions à prendre. Nous ne pouvons pas travailler comme on veut. Nous avons dit qu'on se situait plus ou moins entre 0,2 diamètre de la calandre jusqu'à 1 diamètre de la calandre. Donc il fallait respecter euh, cette consigne qui était euh, diminuer, oui, le pas de chicane, mais en restant entre 0,2 et 1 diamètre. Et il y a aussi une autre remarque qu'il faudrait faire là maintenant. Nous avons dit on va diminuer le pas de chicane, mais attention, on ne peut pas aller en dessous de 2 inches, en dessous de 51 mm, à peu près 50,8 mm. Pourquoi? Parce que dans ces conditions, si vous êtes en dessous, les pertes de charge sont très importantes. Elles sont extrêmement importantes. Par conséquent, il fallait éviter de travailler en dessous de 50,8 mm. B devait être supérieur strictement à 50, supérieur ou égal à 50,8 mm. Alors, on va maintenant voir l'autre diapo pour voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, nous avons dit que, oui, est-ce qu'il n'y a pas un autre paramètre sur lequel je pourrais jouer pour pouvoir augmenter le coefficient de transfert thermique côté calandre? Eh bien, si. Malheureusement, il n'a pas été pris en compte par Kern, ni par le Whittier non plus. C'est quoi ce paramètre? C'est le degré d'ouverture de la fenêtre présente sur les chicanes transversales. En effet, Kern, dans son étude, il a toujours pris du début jusqu'à la fin un degré d'ouverture égal à 25%. Égal à 25%. Donc, avec Kern, ça ne pourra pas marcher. C'est-à-dire ces courbes ne mentionnent pas d'autres degrés d'ouverture. Vous ne pourrez pas trouver. Alors, je rappelle juste, au cas où on aurait oublié, voici le degré d'ouverture de la fenêtre. C'est la hauteur H divisé par le diamètre intérieur de la calandre fois 100. Donc, on l'a compris, pour pouvoir augmenter H2, j'ai intérêt à diminuer le degré d'ouverture de la chicane. Mais là aussi, trop diminuer, vous risquez d'avoir des courts-circuits, ou bien c'est écrit, c'est des irrégularités d'écoulement. Ou alors, si vous augmentez trop le degré d'ouverture, vous risquez d'avoir des zones de recirculation adossées à cette chicane. Par conséquent, là aussi, on peut jouer sur BC, mais comment? Puisque Kern n'a pas du tout, quand vous le voyez, dans l'expression de Reynolds, il n'y a pas du tout BC. Il y a DE, sur le paramètre que nous n'avons pas encore évoqué, et il y a B, le pas de chicane, le diamètre équivalent et le pas de chicane. Tout le reste est constant. Alors, comment va-t-on faire pour pouvoir diminuer BC? Puisque, je le rappelle, Kern, aussi bien que Whittier, a fourni qu'une seule courbe, valable pour BC égale à 25%. Le choix de Kern n'est pas aléatoire. 25%, ça lui permettait d'avoir une vitesse à l'aplomb de la chicane comparable, c'est-à-dire la vitesse horizontale, comparable à la vitesse verticale, la vitesse qui va être perpendiculaire au tube. En effet, il ne faut jamais dépasser une différence entre ces deux vitesses de 20%, autrement, on risque d'observer des accélérations et des ralentissements répétés en traversant les compartiments fragmentés par le biais des chicanes transversales.
Alors, comment va-t-on faire? Puisque Kern donne une seule courbe. Eh bien, Kern est, comme je l'ai dit, Kern est Whittier. Eh bien, il y a d'autres ouvrages, tels que le Coulson et le Richardson, le Dutta, qui offrent le coefficient de transfert thermique pour plusieurs degrés d'ouverture. Ils sont respectivement égaux à 15%, 25%, 35% et jusqu'à même 45%. Donc il y a le Coulson et Richardson, il y a également le Dutta et il y a également le Ludwig. Ces trois ouvrages vous donnent des abacs pour lesquels le coefficient varie en fonction, et vous le voyez bien, plus je diminue le degré d'ouverture en le diminuant, eh bien que se passe-t-il? J'augmente le transfert. J'augmente le transfert. Donc voilà, diminuer, baisser favorise les échanges thermiques côté calandre. Favorise les échanges thermiques côté calandre. Voilà. Alors maintenant, je vais aller au deuxième paramètre. Nous avons joué sur U. Comment fait-on pour l'augmenter? Nous venons de le voir. Il s'agit d'augmenter H1 et H2. On vient de voir comment. Maintenant, comment fait-on pour augmenter S au détriment de U, évidemment? Alors, comment fait-on pour augmenter S? D'abord, rappelons que S, c'est la surface latérale d'un tube multipliée par le nombre total de tubes. Et je l'ai compris, augmenter S revient à augmenter un T et ou L ou alors rajouter des calandres en série. Rajouter des calandres en série, puisqu'une calandre mise en série avec une autre va me augmenter, va me doubler la surface d'échange. Mais en augmentant un tel nombre total de tubes, je vais augmenter l'enveloppe qui va contenir ces tubes, c'est-à-dire le diamètre intérieur de la calandre. Ça passe par l'augmentation du nombre du diamètre intérieur de la calandre. Donc je l'ai compris, pour pouvoir augmenter le diamètre de la calandre, pour pouvoir contenir tous les tubes, il faudrait, c'est l'inverse que je voulais dire, pour pouvoir augmenter le nombre de tubes, il faudrait augmenter l'enveloppe qui contient tout ceci, c'est-à-dire la calandre de son diamètre intérieur. Bien. Alors, ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre sur lequel on peut jouer, c'est la longueur. Rappelez-vous aussi pour les longueurs, nous avons dit qu'il y avait des longueurs qui s'étalaient de 6 jusqu'à 24 feet, 6, 8, 12, 16, 20 et 24. En mètres, c'est très simple. Bon, ça varie entre 1,83 jusqu'à 7,2. Mais on va s'intéresser uniquement à trois longueurs, 8 feet, 12 feet et 16 feet. En mètres, c'est très simple à garder en tête. C'est 2,44, 2,44 le double, 3,66 mètres et enfin 4,88. C'est pour ça que je vous dis c'est très simple à garder la conversion. Pour 8 feet, ça correspond à 2,44 mètres, 12 feet, 3,66 mètres et enfin 16 feet, c'est 4,88 mètres. Donc nous avons dit, nous avons intérêt à augmenter également pour pouvoir favoriser l'augmentation de la surface d'échange, augmenter L, mais il ne faut pas perdre là aussi de vue. Nous l'avons vu à l'occasion d'une des étapes, il faut veiller à ce que le rapport L sur DC soit compris entre 5 et 10. L sur le diamètre intérieur de la colonne doit rester entre 5 et 10. Alors, oui, je n'ai pas trop parlé du R2, du diamètre ou du rayon. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'augmentation du rayon ne procure pas des variations très importantes de la surface. Ça ne va pas augmenter considérablement la valeur de S. Donc quand on veut augmenter de manière significative S, on passe directement à L ou et NT. Si maintenant on veut augmenter un tout petit peu, par exemple pour respecter L sur DC soit compris entre 5 et 10, je peux jouer sur les diamètres. Vous avez rappelé, ils étaient dictés par la norme BWG, par le code BWG, et que les variations étaient très infimes, elles n'étaient pas très très importantes. C'est pour ça que de préférence pour augmenter S considérablement, nous jouons sur le nombre total de tubes et ou la longueur des tubes. Bien, nous allons maintenant un peu
reprendre la diapo 390 que nous avons vue tout à l'heure pour pouvoir un peu mettre tout ça ensemble. Alors, nous avons dit que pour pouvoir s'assurer d'avoir un échangeur compact, en d'autres termes, une surface d'échange moindre, nous avions intérêt à augmenter U. À l'inverse, et ou F. À l'inverse, lorsque je veux diminuer la puissance de pompage, qui va être, on va le voir dans un instant, relié aux paires de charges, j'ai intérêt à avoir un grand échangeur, de grande surface d'échange. Donc mettons F d'un côté, comme ceci, et raisonnons. Plutôt, reportons sur les résultats auxquels nous avons abouti. Donc pour augmenter U, cela passe par l'augmentation de H1, H2. C'est-à-dire augmenter le nombre de passes côté tube et diminuer l'espace offert côté calandre, c'est-à-dire diminuer le pas de chicane et diminuer le degré d'ouverture de la chicane transversale. Pour S, on pouvait jouer sur 3 paramètres. Il fallait augmenter un T, le nombre total de tubes, il fallait augmenter la longueur, il fallait mettre des calandres en série. C'est-à-dire comme ici, mettre des calandres en série, ça revient à augmenter F également. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie de cette dernière séance. Je vais laisser les paires de charges pour la séance qui arrive juste après. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir par vos commentaires. Et à tout de suite. Merci.